Et pour évoquer plus en détail ce scrutin tunisien, nous recevons Khadija Mohsen Finan, politologue et spécialiste du Maghreb. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que cette affiche du second tour de la présidentielle tunisienne est un séisme politique ? Oui, c'est une situation totalement inédite. Personne ne s'attendait. On s'attendait un petit peu parce que les sondages avaient donné des tendances cet été, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois, on ne s'attendait pas du tout à cette situation. C'est du jamais vu parce qu'il n'y a pas de parti politique, c'est l'émergence de figures indépendantes. Ce n'est même pas des courants, ce sont réellement des figures et c'est tout à fait nouveau pour les Tunisiens. Et est-ce qu'on est dans la continuité des dernières municipales en Tunisie, avec des listes indépendantes qui ont obtenu près d'un tiers des suffrages ? Alors, effectivement, c'était déjà un signe. En 2018, les listes indépendantes s'étaient distinguées et les gens avaient voté pour ces listes. Il y avait déjà une désaffection des partis politiques et on pouvait prévoir justement l'émergence. Mais là, derrière ces figures indépendantes, il y a quand même l'émergence du populisme avec Karoui, avec ce candidat finaliste. Et il y a aussi Kais Saïd, qu'on connaît assez peu, qui n'a pas véritablement de programme, mais qui paraît être un homme des extrêmes. Alors, quel genre d'extrême? Où le situer? Comment le cataloguer? C'est extrêmement difficile parce qu'il a un langage qui peut s'apparenter ou puiser dans la gauche. Et d'un autre côté, il est assez conservateur. Donc, très difficile d'avoir les catégorie habituelle de lecture pour classer ces deux figures, ces deux finalistes. Il y avait 26 candidats au premier tour de ce scrutin, mais la participation n'était pas au rendez-vous. Comment expliquer ce désintérêt des Tunisiens ? Alors, le désintérêt des Tunisiens, il n'est pas nouveau, parce que si on regarde tous les scrutins qu'il y a eu depuis 2011, le taux de participation n'a cessé de décroître. Il n'a cessé d'être réellement faible, et on le voit, cette fois-ci, je pense que ce n'était pas une surprise du tout. Les Tunisiens étaient dans leur grande majorité très mécontents de la manière dont ils ont été gouvernés depuis 2011. Donc, on s'attendait à un taux de participation peut-être même plus faible que celui-là. Et avec cette débâcle pour Ennahda et Nida Tounes, est-ce que l'échiquier politique tunisien est à reconstruire ? Oui, il est déjà reconfiguré. Il est complètement reconfiguré parce que, si vous voulez, le schéma mis en place par Béji Caïd Essebsi avec deux pôles centraux qui étaient les deux grands partis autour desquels s'articulait la vie politique tunisienne est complètement dépassé. Il est dépassé, il a été écarté par les Tunisiens et on a l'impression que la rupture dont on parlait au lendemain de la Révolution, c'est aujourd'hui qu'elle apparaît, qu'elle naît et qu'elle sort des urnes. Donc c'est d'autant plus étonnant que, alors qu'elle avait été scandée en 2011, c'est aujourd'hui qu'elle sort des urnes et qu'elle vient enterrer un système qui a été mis en place par Béji Caïd Essebsi en 2015. Mais il faut dire aussi que lorsque Béji Caïd Essebsi a fondé son parti en 2012 et qu'il a décidé en 2014-2015 d'organiser la vie politique autour de ces deux pôles, il venait écarter, marginaliser toutes les formations qui étaient nées après la Révolution. Et comment expliquer qu'un candidat sans parti, sans structure, se hisse au second tour d'une présidentielle? Comment ça peut arriver? Oui, je pense qu'il a capitalisé les mécontentements. Il a eu des messages qui ont porté auprès des jeunes, anti-système. Tout ce qui a été fait sans vous. On n'a pas pris compte des jeunes. Et je dois dire que la situation économique et sociale lui donne raison. Il a fait des scores très élevés auprès de la jeunesse, c'est-à-dire des gens qui avaient à peine 10-12 ans au moment de la Révolution et qui ont été déçus, qui ont eu déception après déception. Je rappelle que le taux de chômage officiel est de 15%, mais qu'il atteint les 30% auprès des jeunes et des jeunes diplômés dans certaines régions du pays. Face à Kais Saïd, il y aura Nabil Karoui. Et que prévoit la Constitution tunisienne? Est-ce qu'on peut se retrouver le soir du second tour avec un président en détention?
Il peut être en détention, mais il est possible aujourd'hui qu'il sorte de prison. Il n'a pas été jugé, et donc c'est un candidat. Il y a des demandes de libération. Il y a des demandes de libération qui ont été formulées, et je pense que sa détention a servi sa campagne. Elle lui a servi de campagne, donc on en a fait un martyr. Il jouait déjà sur le cœur des gens, c'est le nom de son parti politique, mais je pense qu'elle lui a été tout à fait bénéfique. Donc il est tout à fait possible qu'il se retrouve élu au second tour de cette élection présidentielle. Alors ce sont deux candidats que tout oppose finalement, qui auront besoin d'une majorité pour gouverner, oui, quoi qu'il arrive. Ça, c'est le plus difficile. Le plus difficile, ça va être au lendemain des élections législatives, lorsqu'ils, les deux, chacun d'entre eux, en tout cas, quand ils seront élus, le chef de l'État aura besoin d'une majorité pour gouverner. Ce pays a besoin d'une majorité. Alors, on peut maintenir le système politique tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il a été défini dans la Constitution de 2014, c'est-à-dire parlementaire ou semi-parlementaire, puisque le chef de l'État est élu au suffrage universel, auquel cas c'est le chef du gouvernement qui a l'essentiel du pouvoir exécutif, mais même pour cela, il lui faut des majorités, il faut des alliances qui doivent se faire. Ils ne peuvent pas partir et entamer ces élections législatives, dont la campagne a commencé d'ailleurs, en ordre dispersé, comme ça a été le cas pour l'élection présidentielle. Et justement, je voudrais revenir sur ces deux candidats. Quel est le projet porté par ces deux candidats pour la Tunisie de demain, pour la jeunesse notamment? Alors, le projet, en réalité, Kais Saïd l'a dit lui-même, il n'y a pas de projet. Son projet serait, selon lui, à construire en fonction des attentes des Tunisiens. Donc, en réalité, c'est la page blanche qui va s'écrire, mais on a déjà une petite idée. Il dit que le pouvoir exécutif ne doit pas venir par le haut, il doit venir par le bas et être construit par la suite. Il est conservateur, donc, notamment oui, on dit de lui qu'il est conservateur, et il l'a dit, sur des questions sociétales, sur la peine de mort, il est favorable, sur la dépénalisation de l'homosexualité, il est contre, sur l'égalité dans l'héritage, il est contre aussi. Donc c'est un mélange finalement d'idées issues de la gauche et d'un islam conservateur. Et c'est probablement pour ça qu'il a su capter justement l'attention de ceux qui ont voté pour lui, ceux qui ont fait campagne pour lui. Et je pense que son ton et la forme avec laquelle il revendique ou il formule ses idées est également très importante. Il est rigide, mais il a l'air droit, il a l'air juste. Et il se présente d'ailleurs comme un juriste et un justicier qui a le souci de rétablir l'ordre, de penser finalement aux droits des gens. Il parle non pas d'état de droit, mais de société de droit. Donc tout cela, les jeunes Tunisiens y sont extrêmement attentifs. Et son challenger, Nabil Karoui, que certains comparent à Berlusconi notamment, son programme pour la Tunisie de demain? Oui, il est comparable à Berlusconi, c'est-à-dire qu'il a une chaîne de télévision qui lui a été très utile pour sa campagne électorale. Et puis, depuis la mort de son fils en 2016, il a mis en place une fondation, Khalil Tounes, et il est allé au fin fond de la Tunisie. Il a touché la Tunisie rurale avec justement une forme de clientélisme, de dons, de coups fins, de penser à ceux à qui personne ne pense, aux déshérités, aux laissés pour compte. Donc effectivement, tous les deux, chacun de son côté, a puisé dans l'électorat de Ennahda, d'où l'affaiblissement et le score très mauvais de Ennahda, même s'il y a d'autres raisons qui expliquent ça, notamment l'effritement de ce parti politique. Dernière question, le printemps arabe en Tunisie a débuté il y a presque 9 ans. Que reste-t-il de cette révolution aujourd'hui? Il reste beaucoup de choses. Il reste que ce scrutin a été malgré tout démocratique. Malgré la faible participation?
Oui, bien sûr que la faible participation, elle enlève un peu de force ou de légitimité à ceux qui ont été élus, mais malgré tout, il y a eu un scrutin transparent, il y a eu une démocratie qui a été respectée, et il y a que beaucoup de Tunisiens ne sont pas du tout en accord avec les idées de ces deux candidats, mais saluent malgré tout la forme et le respect des principes démocratique. Il reste beaucoup de choses, il reste une liberté d'expression, il reste réellement beaucoup de choses et une liberté de revendication et de faire savoir qu'on est des laissés pour compte, et c'est pour ça aussi que ces deux candidats ont été distingués, en tout cas peut-être pas élus définitivement, mais au second tour de l'élection présidentielle. Merci Khadija Mohsen Finan. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste du Maghreb. Vous venez de sortir un livre, c'est ça? En 2018, Dissidente du Maghreb avec Pierre Vermeuren à Belin. Merci d'avoir répondu à notre invitation.